Il y a des cailloux âgés de plusieurs dizaines, centaines de millions d'années, comme ce caillou qui vient du futur site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Vous savez maintenant pourquoi il est là. Et il y a également des cailloux qui fêtent aujourd'hui leur 80 ans. Ouais, c'est bizarre pour la géologie de pouvoir dater l'âge d'un caillou au jour près, mais c'est le cas de ce tout petit caillou de trinitite. Ce fragment rocheux, également appelé ver d'Alamogordo, a été formé très exactement le 16 juillet 1945, lors du tout premier essai nucléaire de l'histoire dans le désert du Nouveau-Mexique, près de la ville d'Alamogordo donc, soit il y a 80 ans aujourd'hui. C'est bien entendu dans le cadre du projet Manhattan, dirigé par Robert Oppenheimer, et du projet Trinity, que se verra au final l'explosion de la première bombe nucléaire de l'histoire, Gadget, qui dégagera une énergie d'environ 21 kilotonnes de TNT. Et vous avez tous déjà vu ça, une bombe nucléaire, quand ça explose, ça fait une énorme boule de feu, de chaleur et de lumière intense, brûlant tout autour d'elle, y compris le sable du désert sous ses pieds. C'est un sable de quartz et de feldspath, avec des traces de tout plein d'autres éléments dans une matrice d'argile sableuse. Quand Gadget a explosé, tout ça a donc fondu et s'est vitrifié, comme on fait avec le sable pour faire du verre. Et ça a donné une toute nouvelle roche inconnue jusqu'alors dans l'histoire de l'humanité, la trinitite, du nom du projet Trinity. Heureusement qu'ils n'ont pas appelé ce projet Petite Bille. Alors, c'est très peu radioactif, il n'y a absolument aucun danger à la manipuler, et je trouve ça un petit peu classe malgré l'histoire tragique derrière cette arme absolument terrifiante. Mais il faut toujours essayer de voir le positif partout. Et merci à Chud pour ce magnifique cadeau dont vous pouvez profiter tous les dimanches 11 h dans le décor. Abonnez-vous. Et nous, on passe à la sponsor du jour avec les copains de chez YFood. Ça y est, après des mois de travail acharné, enfin l'été, les vacances. Mais à moins d'habiter ici, pour partir en vacances, il faut partir. Bagnole, train, moto, avion, basket pour les plus motivés, peu importe, il faut y aller. Et ça peut être long, très long. Et après avoir pensé aux fringues, aux chargeurs, à l'ACB, à la crème solaire, au passeport... Oh merde, les passeports. Voilà. Vous n'avez pas envie, en plus, de penser à la bouffe. C'est pour ça que vous avez YFood. YFood, c'est des boissons repas à glisser partout, dans vos valoches, dans vos cabas, pour toujours rester nourri et hydraté. Ouais, il fait chaud, et ok, vous pouvez tenter le sandwich pâté raclette, mais il risque de faire soif après. Alors que là, vous avez tous les nutriments essentiels, comme un repas normal, mais en plus, avec du liquide. Vous avez des dizaines de goûts différents. Ou aussi café, pour ceux qui aiment le café. Moi, j'aime pas le café. Enfin, le café en général, pas celui de YFood, qui est certainement très bon. Enfin, en tout cas, pour ceux qui aiment le café, je juge pas. Je juge plutôt ceux qui boivent du café alors qu'ils aiment pas ça, qui disent j'aime pas trop le café. Là oui, d'accord, je veux dire, ça n'a pas de sens. Trop de détails inutiles, ils ont compris. Pardon. Donc oui, voilà, si vous aimez café, il y a café. Et si vous aimez pas, il y a d'autres choix. Surtout avec les saveurs de l'été. Fraises, mangue, pêche, toujours creamy cinnamon, chocolat, et le merveilleux Happy Banana, mon préféré. Et si vous savez pas quoi choisir, vous avez le pack variété. Voilà, un medley de toutes les saveurs, ça vous permet de découvrir, ou pas, plusieurs saveurs. Et si vous avez l'âme aventureuse, vous pouvez même mélanger les saveurs. Voilà, j'adore banane choco par exemple. Mais vanille fraise, c'est canon aussi. Oui, il y a vanille dans les saveurs aussi, bien entendu qu'il y a vanille. YFood, c'est pratique, bon, efficace, et ça vous libère l'esprit. C'est pratique à emporter partout sans vous prendre le chou. Et comme c'est l'été, on arrive avec non pas une, non pas trois, mais 2 offres. Bénéficiez de 10% de réduction avec le code GENIUSYOUTUBE en cliquant sur le lien en description, mais également de 20% pendant 3 jours pour toute première commande avec le code GENIUSNEW. Voilà, c'est nouveau ça. Clairement la meilleure occasion pour tous ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. Et merci YFood. Temps de prendre les vacances. Alors que nous fêtons, célébrons, commémorons les 80 ans de la toute première bombe joujou malédiction nucléaire de l'histoire de l'humanité, on va pas refaire l'histoire du projet Manhattan. Il y a déjà plein de vidéos sur le sujet, et un film pas trop connu, me semble-t-il. Donc j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur le sujet, mais aujourd'hui, c'est les vacances, on va se détendre un petit peu, et on va se faire une petite essie. Imaginez ce qui se passerait si on rassemblait toutes nos monstruosités ensemble pour faire péter la planète façon Freezer ou l'étoile de la mort. Ah si, par contre, on reste dans les sujets sur la fin du monde, ça change pas, ne soyez pas dépaysés. Parce que ces saloperies, ça dégage une puissance, mais une puissance! Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Quand même, c'est le bel objet, et comme ça. Putain, il est fort ce con.
Bon, il me semble, ouais. Bon, parce que si ça fait 80 ans que la pratique a confirmé la théorie de la fission nucléaire en cascade et la libération d'énergie absolument débile, depuis on s'est bien fait plaisir dans le concours de Sgeg et la démesure. Mais reprenons depuis le début pour savoir de quoi qu'on cause et c'est quoi une bombe. Dans une bombe classique, chimique, on va provoquer des réactions chimiques, comme indiqué. On va changer l'état des molécules, leur arrangement, de manière à ce qu'elles créent beaucoup d'énergie et prennent d'un coup beaucoup plus de place. En gros, c'est des ressorts, mais au niveau moléculaire. Par exemple, le TNT, le trinitrotoluène, dont on va forcément reparler. Bon, à la base, on a cette molécule, C7H5N3O6. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et du azote. À l'aide d'un détonateur, on va forcer cette molécule à se casser en d'autres molécules de diazote, d'eau, de gaz carbonique, de monoxyde d'azote, de carbone, de monoxyde de carbone, et plein d'autres molécules qui vont alors prendre beaucoup plus de place, dégager de la chaleur et donc créer une explosion. Oui, parce que dans cet état, les électrons sont copains, ils tiennent tout le monde ensemble et ils prennent pas trop de place. Mais dès qu'on va les séparer en d'autres molécules plus petites, les électrons vont violemment se repousser et la même quantité de matière va devoir tenir dans beaucoup plus de place. C'est une combustion très rapide. Mais au final, en fait, ça produit assez peu d'énergie. 14,5 mégajoules par kilo. En comparaison, la graisse, c'est 19 mégajoules par kilo. Oui, notre bidoche est plus énergétique que du TNT. Sauf que le TNT libère toute son énergie en un temps très court. Différence entre une énergie et une puissance. Une puissance, c'est l'énergie sur un temps. Un joule en une seconde, c'est 1 watt. Un joule en un centième de seconde, c'est 100 watts. Même énergie, mais pas la même puissance. Une bombe nucléaire, là, on va changer l'état de la matière, mais au niveau de l'atome directement. Et ça va tout changer. Ici, on a des noyaux d'uranium ou de plutonium qu'on va casser en deux, et comme on l'a déjà dit 1000 fois sur la chaîne pour les habitués, ou pour la première fois pour les nouveaux, bienvenue à vous, pensez à vous abonner, le petit bouton là, avec la cloche, tout ça. En se cassant, un noyau d'uranium va produire 2 éléments plus légers et quelques neutrons, et provoquer une redoutable réaction en chaîne. Sauf que ces 2 éléments plus petits et 3 neutrons sont en totalité plus légers que l'atome d'uranium de base. On a perdu de la masse. Et comme l'a dit BBR, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc si on perd de la masse, on gagne de l'énergie. Beaucoup plus d'énergie que dans une bombe chimique. Little Boy, la bombe d'Hiroshima, 64 kg, a libéré l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. 235 000 fois la puissance chimique du TNT. C'est ce qui fait que les bombes nucléaires sont extrêmement puissantes et totalement dévastatrices. Et en plus, elles laissent sur leur passage leur petit cortège radioactif qui va bien, mais c'est pas le sujet ici. La bombe nucléaire a donc été développée dans les années 40 par les Américains lors du projet Manhattan et testée pour la toute première fois il y a 80 ans tout pile lors du projet Trinity, qui a vu la première piñata surnommée Gadget exploser, suivie de Little Boy sur Hiroshima le 6 août 1945 et Fat Man sur Nagasaki le 9 août de la même année, provoquant la mort de 100 à 220 000 personnes sur le coup, plus les cancers plus tard. Vidéo sur le sujet ici, et on y revient plus tard en détail très bientôt. Et forcément, quand les adversaires des Américains ont vu ça, ils se sont dit immédiatement « Eh mais c'est horrible votre truc là, venez on arrête tout !» Non, bien entendu, tout le monde a voulu son joujou aussi, au premier plan desquels, bien entendu, l'URSS qui se lance à fond dans le projet, suivi par le Royaume-Uni, la France, puis d'autres nations pour atteindre aujourd'hui une petite dizaine de pays avec la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël et donc peut-être bientôt, on ne sait pas, l'Iran. Dans les années 70, la guerre froide, tout ça, c'est l'escalade. Bien entendu, c'est très résumé, c'est pour placer le contexte. Comme chez Seb de Vous avez le droit, laissez votre opinion au petit vestiaire des opinions, voilà, c'est juste pour placer le contexte. Il n'y a aucune idéologie défendue d'un côté de l'autre. C'est juste pour rappeler un petit peu comment ça s'est passé. On joue à qui aura la plus grosse, qui aura le plus grand nombre, et on monte jusqu'à 70 000 piñatas répartis entre tous les pays. 70 000. Et toujours plus énorme, jusqu'à la Tsar Bomba qui elle est encore pire que les autres bombes atomiques classiques, puisqu'on arrive sur la deuxième catégorie, les bombes H. Si les bombes A à l'uranium ou au plutonium sont là pour casser de gros noyaux en d'autres plus petits et moins lourds, la bombe H, elle, va fusionner des noyaux d'hydrogène. On va donc fabriquer une bombe A pour ensuite faire fusionner de l'hydrogène. Pareil, on a une masse d'hydrogène à la base, on les fusionne en hélium, on perd de la masse, et cette perte de masse, c'est de l'énergie, mais encore 1000 fois plus puissant que l'énergie perdue avec l'uranium. On arrive donc avec une bombe totalement aberrante, 4000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, qui détruit tout sur des centaines de kilomètres à la ronde, dont l'onde de choc fait 3 fois le tour de la Terre, et là on se dit, bon, on va peut-être un petit peu se calmer sur le concours de Tubb. Et donc les pays signent un traité de non-prolifération des armes nucléaires,
et on en détruit une bonne partie. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec un arsenal bien moins important que dans les années 70, de seulement 14 000 ogives. C'est nul! Enfin, 14 000 ogives nucléaires, ça doit quand même permettre de largement détruire la planète façon Freezer ou l'étoile de la mort, ça, non? Freezer, à lui tout seul, ou l'étoile de la mort, arrive à faire péter une planète tout entière. Donc, combien de bombes nucléaires seraient nécessaires pour provoquer un 14 juillet similaire avec notre petit grain de poussière? 2, 3, 12, 25, 48, 162, 800, 162? On devrait être large avec notre stock de feux d'artifice. Comme on a dit, on compare tout le temps la puissance des bombes en tonnes de TNT. C'est de la merde. Mais les Américains, avec leur manie de tout faire pour ne jamais utiliser le système international, quand ils ont lancé leur premier modèle, ils se sont dit pourquoi pas comparer avec quelque chose qu'on connaît déjà. Et donc pour voir ce que ça ferait une bombe comme Gadget, les mecs se sont dit bah tiens, ça doit faire à peu près 21 000 tonnes de TNT, mais dans une boule de 50 kg. Et aujourd'hui, la nouvelle unité, bah, c'est directement la bombe d'Hiroshima. Donc fuck le système décimal. Mais du coup, on sait toujours pas ce qu'on compare, ce dont on parle. Et comme ici, on parle à l'échelle de la planète, on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux que ça. On va donc utiliser un truc un petit peu plus carré, l'unité d'énergie, le joule. Étonnant, non? Aujourd'hui, on n'a plus de grosses bombes genre la Tsar Bomba, qui n'ont absolument aucun sens, ni stratégique, ni militaire. Hein. Vraiment, à part aller ravager Klendatu, une telle bombe n'aurait absolument aucun intérêt. Non, on a aujourd'hui environ 14 000 ogives plus petites, d'environ 200 à 300 kilotonnes en moyenne. Bon, c'est une moyenne, on essaye d'arrondir un petit peu. Donc 300 kilotonnes de TNT, c'est à peu près 20 fois Hiroshima. Ouais, c'est la dernière fois, promis. C'est à la louche, hein, c'est pas un audit de l'AIEA, on se calme les gens mi-précision. Je vous mets 2-3 liens si vous voulez avoir exactement et calculer la moyenne exacte de toutes les bombes du monde. Mais comme on a dit qu'on arrêtait avec les unités de mesure à la con, genre le Paris-New York, le terrain de football ou la balle de ping-pong en termes d'unités de merde, on va parler d'énergie, un truc qu'on va pouvoir comparer. Une ogive, en moyenne, produit donc 1,26 fois 10 puissance 15 joules. 1,26 million de milliards de joules. 1 joule, c'est soulever 100 grammes sur 1 mètre. Donc soulever une haltère de 15 kg sur 50 cm, c'est 75 joules. Une pile AA stocke un peu plus de 12 000 joules d'énergie, et 1 kg de TNT, c'est environ 4 200 000 joules. Et avec une ogive moderne, on atteint des millions de milliards. Donc ça va, on devrait être assez large avec nos pétards. Si on prend nos 15 000 bombes, on arrondit, hein, encore une fois, c'est histoire d'avoir un ordre de grandeur. Leur puissance combinée, ça fait un total de 1,89 fois 10 puissance 19 joules. 18,9 milliards de joules. Bon, en vrai, tous ces chiffres-là, c'est bien sympa, c'est un peu pour faire le cake, et en même temps, il faut bien que je bouffe et que je montre que je suis très intelligent, mais le seul chiffre qui nous intéresse ici, c'est le 19, le nombre de zéros d'énergie. Voilà. C'est uniquement ça qu'on va comparer. On parle même pas ici de l'absurdité de contenir autant d'énergie au même endroit sans le faire péter, du temps que ça prendrait pour le réunir, de la précision pour qu'un truc pareil pète sans perte de manière 100% efficace, mais admettons, 2 suivi de 19 zéros d'énergie, on le fout au centre de la Terre et bim. Il devrait même en rester un petit peu pour le dessert, non? Bah déjà, va falloir voir combien d'énergie est nécessaire pour faire voler la planète en éclats. Bah oui, parce que, truc tout bête avec un galet par exemple. Si on parle d'explosion, on parle de projeter un truc dans l'espace avec suffisamment de vitesse pour pas qu'il retombe sur Terre. Lui donner assez d'énergie pour qu'il sorte de l'attraction gravitationnelle. Sinon, bah ça explose pas quoi, ça fait pfft, et puis ça retombe. Non, là on veut vraiment que ça pulvérise le tout en un gigantesque nuage de poussière vaporisée. On va donc devoir calculer un truc de barbare qu'on appelle l'énergie gravitationnelle de liaison. Voilà, balancez ça à un dîner chez vos beaux-parents, hein, ça va asseoir un petit peu votre charisme. Énergie gravitationnelle de liaison. Bon, par contre, faut trouver le sujet. Hein. Si vous sortez ça dans une discussion sur les retraites, ça risque de faire un peu prétentieux et hors sujet. L'énergie gravitationnelle de liaison, c'est l'énergie minimale qui doit être ajoutée à un système pour qu'il cesse d'être dans un état lié à la gravitation. L'énergie qu'il faut donner à un galet pour qu'il parte comme un P dans l'espace et qu'il ne revienne pas, multipliée par tous les galets. La formule est assez simple. L'énergie est égale à 3G fois m au carré sur 5R. G, c'est la constante gravitationnelle, je vous écris le chiffre là avec des mètres cubes, des secondes moins 2 et tout, j'ai pas envie de vous causer un AVC avec ça. M, c'est la masse de la Terre en kilogrammes, donc on va élever au carré. Et R, c'est son rayon en mètres. Voilà les valeurs, on multiplie le tout, le but est donc que ce chiffre soit inférieur à celui de nos bombes. Mais je suis confiant, on doit être assez large. « 2,24 fois 10 puissance 32 joules. Balèque des 2,24, hein. C'est le 32 qui m'intéresse. Toutes nos bombes, ça fait 10 puissance 19. Là, c'est 32. Il faudrait 10 000 milliards de fois notre arsenal nucléaire pour faire juste péter la Terre dans une explosion lamentablement ennuyeuse. Genre l'astronico des explosions, quoi. Et c'est nul.
Ah, attends, combien on a d'uranium sur Terre? Si on rassemble le tout, on doit pouvoir y arriver. 8 millions de tonnes. Ça me paraît assez peu. Surtout sur les 8 millions de tonnes, il n'y en a que 0,7% qui nous intéresse. On en a déjà parlé 100 fois. Vidéo complète là, par exemple. Et on a besoin que de 90% de ces 0,7% dans notre gigabombe de l'espace. Donc, 60 000 tonnes, de quoi fabriquer 1 million de bombes supplémentaires. On est bon avec 1 million là, non? Bon, j'arrête les calculs, on rajoute tout le plutonium, toutes les bombes du monde, et du fromage corse. On colle tout ça au cul d'une giga bassine d'hydrogène à faire fusionner. Allez, à la louche, on va dire qu'on multiplie notre force de frappe par 10 000. 10 000 fois toutes nos bombes les plus énervées. On est bon là! On passe de 19 à 23. 10 puissance 23 joules. Mais il faut arriver à 10 puissance 32 pour réussir à donner assez d'énergie à tous nos galets pour les inviter à aller se faire foutre. Et là encore, tu parles que de force de cohésion gravitationnelle, on parle même pas des minéraux en eux-mêmes. Ah mais tu reviens en fait. Ouais, tu sais, je suis comme l'herpès, je pars jamais vraiment. Ok, et donc c'est quoi ton truc de cohésion, je sais pas quoi là? Bah, ce que tu calcules là, c'est uniquement si tous les bouts étaient juste rassemblés ensemble par la gravité, comme si c'était une énorme boule de sable sans cohésion. C'est essentiellement pour les étoiles qu'on parle d'énergie gravitationnelle de liaison. C'est des boules de plasma où les différents éléments ne sont pas liés en molécules ou en structures solides. Une planète, c'est une structure solide, donc il n'y a pas que la force de gravité à prendre en compte. Il va falloir casser des roches très solides. Une planète, c'est constitué de plusieurs types de roches, comme le granit, au hasard, qui est lui très compétent. Tu peux pas faire péter du granit pareil qu'un tas de sable. Donc en plus de devoir lutter contre la force de gravité, va falloir aussi lutter contre la force qui pousse les différents cailloux à avoir envie de rester ensemble. Sans parler de la friction entre les différentes masses rocheuses qui vont encore une fois absorber de l'énergie, ou même éventuellement des couches d'argile qui vont carrément amortir l'onde de choc de tes bombes. Donc si on ajoute à ça la force de cohésion du granit, il va falloir que tu... Non, ça va bien, merci, c'est bon. De toute façon, tu fous toujours tous mes rêves en l'air. Ok, donc toutes les bombes nucléaires du monde, même celles hypothétiques, ne suffiraient pas à faire ne serait-ce que vaguement frémir notre joli caillou. Faut que je revoie tous mes plans. Désolé Minus. Bon, mais du coup, si on prend tous nos pétards et qu'on les fout dans la fosse des Mariannes, on peut faire un truc un peu classe là ou pas? Genre un geyser qui va jusque sur la Lune. Oh bah ça tu peux toujours, de toute façon on a décidé qu'on s'en foutait des fonds marins, c'est Trump qui l'a dit. Moi j'écoute toujours les gens orange. C'est comme l'agent orange, ils me font peur tout pareil. Et pour l'argent orange, direction mon Tipeee. Merci. Mais avec plaisir mon bon PH. L'ensemble de nos bombes nucléaires actuelles, c'est l'équivalent de l'éruption du Krakatoa en 1883. Et ça fait un peu de bruit, mais ça n'a pas détruit le monde non plus, quoi. Le truc qui pourrait nous donner une indication serait éventuellement le séisme en Indonésie en 2004. Mais là, on est aux alentours de 10 puissance 22, soit 1000 fois la puissance de notre arsenal mondial. Voilà, même si on balançait toutes nos ressources, ça ferait un peu de vague. Ça créerait une jolie boule de flotte ultra chaude et radioactive qui remonterait comme un RAW après un RAW tacos XXL, mais non, extrêmement déçu du résultat. Ça va me gâcher mon été. Alors si, il y aurait bien l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures à la rigueur, mais même là, ça fait quoi, 10 puissance 24 10 puissance 25 joules? Toujours pas suffisant. Puis bon, ça fait quoi, exterminer une espèce entière, créer un univers nucléaire, creuser un gros trou? Mais on est toujours là, nous. Même la protoplanète censée avoir créé la Lune, ça va pas suffire. Vidéo complète sur la chaîne de Valentine. Mais Freezer ou l'étoile de la mort, ils ont bien réussi, eux. Et Freezer dans sa forme originelle, en plus. Ouais, je sais, c'est pas le bon visuel sur la mini. Pour l'étoile de la mort, le truc est énorme. Pénible. Le truc doit pouvoir abriter quelque part par là un mini-soleil pour pouvoir générer assez d'énergie. Et on parle là de toute l'énergie générée par notre soleil en une semaine. Sauf que s'il y a cette énergie contenue au sein de notre base sidérale, ça devrait la faire péter avec, non? Ah, ou alors il faudra la maintenir avec des champs magnétiques. C'est un bordel. Et même avec la fusion, les quantités de matière seraient débiles. Il faudrait l'équivalent de la Méditerranée à faire fusionner pour obtenir l'énergie nécessaire. Et je vous raconte pas le prout à la fin pour évacuer tout l'hélium produit. Du coup, ça me paraît tellement contre-productif. Mais certains y croient quand même, comme le docteur Michio Kaku, professeur de physique théorique à l'université de la ville de New York et auteur de Hyperspace and Visions. Lui, il pense carrément qu'avec le budget nécessaire, on aurait la technologie actuelle pour la construire. Enfin, un truc qui ressemble en tout cas. Mais Roland Lehoucq ou Jeanne Cavelot sont un peu moins optimistes tant les ordres de grandeur sont absurdes. Alors après, pas forcément besoin de tout faire péter pour que ce soit efficace. Avec le rayon de la mort, on pourrait creuser un trou jusqu'au centre de la Terre et faire chauffer le cœur. Là oui, on se sert de la matière présente sur place, et bon, ça pète pas, mais ça foutrait quand même déjà bien le bordel. Mais pour Freezer, il va pas générer une boule avec l'équivalent de la Méditerranée. Non, il y a une dernière solution, l'antimatière. Il nous faut du césium, des quarks plutoniques et une bouteille d'eau. Alors pareil, une réaction, on perd de la masse et bim, énergie. Sauf que là, on récupère 100% de la masse.
Donc pour faire péter notre planète avec le mode de production d'énergie le plus efficace de notre univers, il suffit de rassembler 10 puissance 14 kilos d'antimatière. 10 000 milliards de tonnes d'un truc qu'on sait pas où c'est. Merde, j'abandonne. Bref, passez de bonnes vacances, pensez à la crème solaire. En 1 heure de soleil à Nice à midi, vous recevez 3,6 mégajoules d'énergie solaire, très largement insuffisant pour faire ne serait-ce que frémir un ridicule galet, mais largement assez pour vous cramer la couenne. Reposez-vous bien, n'oubliez pas Throttle, pour chercher les coins à découvrir ou à partager. Encore une petite vidéo estivale dimanche prochain avant une petite pause d'1 semaine, le temps de prendre un petit peu d'avance pour les vidéos de la rentrée et vous proposer de nouveaux formats. Un immense merci à Brusicor pour sa relecture, à Valentine pour sa relecture et sa présence. Mais de rien, mon bon PH. Sinon, à propos de ta trinitite, t'en as pas l'usage? Non, parce que confiture à des cochons. Si tu veux, je peux te l'échanger contre un stylo. Alors, bah, je refuserais pas une offre pareille quand même. Non. Et à Obian, pour rien, parce qu'il a encore rien foutu sur cette vidéo. Des bisous, et n'oubliez pas que le génie est partout.